Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Bonsoir, chère Marie-Victoire, cher Eric. Bonsoir tout le monde. Si vous m'entendez, vous ferez un petit pouce, hein, afin qu'on puisse commencer très très rapidement, qu'on ne perde pas de temps. Euh, Parce que j'imagine que vous sortez du travail et à cette heure-ci, la priorité c'est surtout de rentrer, se reposer et de ne pas écouter des longues communications. Donc l'idée c'est que dès que possible qu'on y aille, quoi, qu'on perde pas trop de temps. Bonsoir mon cher Raymond. Bonsoir Tony Angelo. Bienvenue sur cette com. Euh, vous allez bien, j'espère. Alors, par contre, on va, voilà, on va supprimer les notifications pour que ce soit plus fluide. Oui, bonsoir, ça fait effectivement très longtemps, Raymond. Ça fait quoi? Ça fait 25 ans qu'on se connaît, Raymond. Hein? Il y a eu beaucoup de migration au niveau du nom, mais voilà, les vrais se reconnaissent. C'est un plaisir de te revoir là dans cette interactivité avec toi. Bonsoir Angèle, merci d'être là, merci Angèle. Voilà, je sais Raymond, je sais. Hein. Je parlais de 25 ans, c'était pas un hasard. Il me souvient que à l'époque... Ah d'accord, vous m'entendez pas très bien? Bon, on va essayer de montrer le volume. Est-ce que c'est bon là, maintenant? Si c'est bon, dites-moi, Monsieur Maillot Binder. Dites-moi. Et effectivement, message personnel. Ça, c'est un côté de ma vie que beaucoup de gens ne connaissent pas. Euh, C'était une très belle époque avec des jeunes à l'époque très mobilisés, hein, toujours sur ce discours conscientisateur à l'époque. En tout cas, je pense que vous serez des meilleurs témoins. Vous ferez mieux témoigner de cet épisode-là de nos vies. Voilà. Bon, on va pas tarder. Juste, j'essaie de me connecter pour voir si je peux. Je suis vraiment nul en Internet, moi. Hein, je découvre ces outils-là et c'est pas toujours évident. Ouais. Ok. Dites-moi, puisque moi j'ai pas la possibilité de voir ici chez moi combien de gens on est, hein. Dès qu'on est plus une vingtaine, on s'en va, quoi. On commence le direct. Le but du jeu, c'est en fait de consigner, comme je le dis tout le temps, des mémoires, c'est peut-être pompeux de dire mémoire, bon, mais de consigner un message qui peut être consulté par la suite autant de fois que les uns et les autres le souhaitent. Donc voilà, si on est une vingtaine, si on est 20, c'est bon, quoi, on peut y aller. Donc dites-moi, parce que moi je ne vois pas du tout à partir d'ici. Bonsoir Céline, bienvenue sur cette communication. Merci de nous honorer de votre présence. Hein. Alors Alex,
On est une vingtaine déjà ou pas? Hein, je ne vois pas très bien. Euh, je vois pas les chiffres d'ici en fait. Donc confirmez-moi si on est plus de 20, vous qui regardez là-bas, et puis on va y aller. Bonsoir Monsieur Kwedi, bienvenue à vous. Ok, d'accord, on est plus de 20. Allez, chers amis, merci d'être encore là ce soir pour partager ce petit moment. Bon, on ne sera pas interactif aujourd'hui parce qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup de temps. Donc on va aller à l'essentiel du message qui doit être délivré. Ça m'est venu comme ça ce matin, je me suis dit, avant que je n'oublie, eh ben, il faut peut-être partager ça rapidement avec vous pour que ce soit consigné et su par tout le monde. Euh, Vous savez, on a beaucoup évoqué la question des 1000 parfaits Sim ici. Bon, à l'époque, je vous disais, quand je dis époque, il y a quelques semaines, quand ces communications ont commencé, je vous disais que pour moi, allez, c'était un porteur d'eau, quoi. C'était le petit maillon d'une grande chaîne qui, bien entendu, a à sa tête Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général de la République, de la présidence de la République du Cameroun, pour nos amis de l'étranger qui savent pas, qui peuvent pas fixer un visage sur le nom. Et donc, ce gant-là, c'est parce que si on veut être gentil, on dira que c'est un clan. Mais s'il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est un gant, en réalité. Donc, ce gant-là, à sa tête, donc Ferdinand Ngongo, ces gens ont décidé de privatiser l'État du Cameroun à des fins purement mafieuses, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à des postes de pouvoir. Je comprends, beaucoup d'entre eux ont été surpris, hein, parce que quand on regarde les CV, quand on regarde les parcours, on comprend qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'ils aient réalisé cet exploit d'arriver à ce niveau de responsabilité dans un pays en pleine déliquescence, hein, depuis quasiment aujourd'hui une trentaine d'années. Donc ces gens-là, ils ont créé un système mafieux, hein, qu'ils appellent la pieuvre. Hein, c'est très cinématographique, ça, la pieuvre. Quand on dit pieuvre, on voit quelque chose de tentaculaire. Effectivement, c'est très tentaculaire. Et l'une de leurs petites mains, hein, l'un de leurs porte-flingues, second couteau, on va dire ça comme ça, c'est Émile Parfait-Sim, donc qui a été identifié lui comme étant le tonton flingueur, capable des arnaques les plus impossibles et les plus incroyables. Et donc lui, il a monté une arnaque qui s'appelle l'IEP Limal, pour ceux qui arrivent, donc une espèce de pyramide de Ponzi où ils ont pensionné de l'argent aux gens sous prétexte que voilà, on pouvait faire de la spéculation sur les crypto-monnaies. Mais en réalité, c'était une arnaque bien organisée dès le départ. Parce que de l'intérieur, hein, quand j'ai découvert ça, moi j'ai rien à voir avec cette histoire de crypto à la base, mais de l'intérieur, effectivement, j'ai été témoin de pas mal de témoignages, notamment de personnes qui étaient haut placées, hein, dans le top management de cette organisation-là, et qui m'ont confié que, voilà, au plus fort de la crise, quand les choses ont commencé à se gâter, ils ont pris l'initiative d'aller voir donc Émile Parfait-Sim pour lui dire allez, là, ça se gâte, il y a quand même 300 000 personnes sur le carreau, alors ça va être difficile à tenir. Et puis il leur a répondu, mais est-ce que Madoff rembourse? Alors j'aime bien revenir, hein, la répétition c'est la mère de la sagesse, j'aime bien revenir toujours sur ça pour que les uns et les autres comprennent qu'on a affaire pas à quelqu'un qui a fait une affaire foireuse, non, on a affaire à quelqu'un qui a planifié l'escroquerie de 300 000 familles et qui s'en est bien tiré. Sauf que quand on fouille maintenant bien plus en profondeur, eh bien on voit que ce qui lui donnait ce zèle, hein, qu'est-ce qui a pu de nous donner à quelqu'un qui sortait de nulle part, d'après lui-même sa propre biographie, agiographie, hein, parce que voilà, il se l'écrit d'une manière euh, allez, très élogieuse, j'allais dire. Donc quand on lit sa propre biographie, il dit qu'il y a quelques années seulement, il faisait de la moto, ensuite il était DJ dans une boîte, il raconte comment il avait du mal à joindre les deux bouts. Alors comment on part de ça, donc 2017, 2018, à être à la tête d'un trésor de 5 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire quasiment
le budget de la République du Cameroun, 5 000 milliards de francs CFA, hein, qui a été tapé à des gens qui y ont cru. On peut pas les blâmer, hein. On peut pas reprocher aux Africains de ne pas être arrimés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et puis, bon, quand ils essaient de s'intéresser à tout ce qui est crypto, donc les choses qui sont dans l'air du temps, et puis leur dire non, voilà, vous êtes des cons, pourquoi vous avez cru? Non, à la base, il faut toujours créditer les gens de bonne foi. Donc, Émile Parfait Simple, c'est un petit maillon d'une grande chaîne qui l'a couvert, parce que très vite, ils ont compris que s'il avait des ennuis, eh bien, ces ennuis auraient une vocation, c'est de se généraliser, donc d'arriver à eux. Et donc, ils ont tout fait pour qu'il soit exfiltré du Cameroun. Moi, j'ai été sa victime, hein. Il m'a tapé beaucoup d'argent, pas dans le cadre de la crypto, mais dans le cadre d'une autre affaire, qui est venue d'ailleurs confirmer son statut de criminel. Hein, parce que si les gens avaient des doutes sur la capacité de ce bonhomme de pouvoir créer des entourloupes, eh bien, avec notre cas, eh bien, ils ont toutes les certitudes désormais. Donc, voilà. Bon, je voulais qu'on parle de l'affaire du foncier aujourd'hui, parce qu'on a parlé de la fièvre tout à l'heure. J'ai parlé de ce truc tentaculaire, là. C'est-à-dire que ça n'agit pas que dans un seul domaine précis, ça agit dans plusieurs domaines. Je vous ai raconté ici, il y a quelques semaines, qu'Émile Parfait Simbe possédait 200 hectares de foncier à Kribi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, Kribi, c'est la station balnéaire du Cameroun. C'est une ville d'avenir, d'ailleurs même du présent déjà, parce que l'État du Cameroun a eu l'idée d'y ériger un port qui viendrait suppléer le port de Douala qui était déjà saturé. Donc ils ont mis à Kribi un port en eau profonde, faisant de cet endroit, qui était en plus déjà d'être intéressant, puisque c'est une station balnéaire, accès maritime, intéressant, mais qui est devenu un endroit stratégique, parce qu'il y a effectivement toute une grosse activité économique dans cet endroit. Et vous verrez la multiplicité, la multiplication des délits d'initiés, donc les gens qui contrôlent cette information stratégique au niveau du sommet de l'État, qui savent que bon, là-bas on va faire un port demain, ensuite peut-être il y aura un port sec, donc une grosse activité économique, dopant le potentiel foncier de la ville, parce que le terrain ne coûte pas la même chose. Moi j'habite à Neuilly, c'est pas les mêmes prix le foncier à Neuilly que, je sais pas moi, en Seine-Saint-Denis, dans d'autres villes. Donc, ça dépend de la taille, en tout cas, en termes d'importance des villes. Donc, et ils ont vu venir tout ça. Et comment, Parfait Simbe, Émile obtient 200 hectares? Alors, moi, je donne des informations de première main. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette communication aujourd'hui, pour ne pas oublier. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec mon cerveau. Je prends très peu de notes. La plupart du temps, je garde beaucoup de choses dans la tête, en dehors de celles qui me sont envoyées par les nouveaux modes de communication aujourd'hui, donc sur WhatsApp. Donc, il se trouve que le patron de la SNH, en tout cas le patron du conseil d'administration, le PCA de la SNH, s'appelle Ferdinand Ngongo. La SNH décide de faire un investissement à Kribi, hein, donc tout ça va ensemble. C'est dans un esprit d'intelligence collective, l'État a dit bon voilà, bon il y aura un port, donc voilà on va concentrer pas mal d'activités économiques là-bas. Donc la SNH a un terminal gazier dans cette ville, et donc Parfait Simbe n'obtient pas 200 hectares de terre à Kribi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que 200 hectares de terre dans un lieu d'où il n'est pas natif. Il est du centre, Kribi c'est au sud, il n'a aucune acquaintance dans le coin, rien, et il parvient à avoir 200 hectares. Comment as-tu obtenu ces 200 hectares? Parce qu'on est sur le délit d'initié sur délit d'initié. Ils ont fait un montage, sachant que la SNH allait développer des activités de ce côté-là, et se disant, puisque c'est des gens qui ne se fatiguent pas, hein, ils n'arrêtent pas de se goinfrer, ces mecs. Je ne comprends pas. Ils sont comme des ogres. À la limite, on dirait qu'ils ont des esprits dans leur ventre qui mangent tout ce qu'ils peuvent absorber, quoi. Donc, ils se sont dit, allez, on va mettre la main sur cette autre opportunité. Donc, petit, tu vas venir, tu vas acheter. Ben, officiellement, ce sera toi devant, mais officieusement, c'est nous, quoi. Hein. Donc, tu auras ta part, bien entendu. Nous, on va avoir notre part. Donc, il y a une photo que j'ai publiée
en annonçant cette communication ce matin. C'est une photo réelle, hein, c'est moi qui ai fait cette photo. Cette photo, c'est un bout de plage, c'est à peu près sur 500 mètres, qui donne sur ce terrain que Émile Parfait-Sim a eu du côté de la SNH à Kribi. Ça s'appelle Bipaga. Donc c'est à l'entrée de la ville. C'est une banlieue de Kribi qui a vocation à se développer. Donc il a acheté dans cet endroit quasiment 2 kilomètres de terre, dont le petit bout que vous apercevez sur la plage qui fait 500 mètres sur la plage. Ensuite, ça entre à l'intérieur. Alors, comme par hasard, c'est un terrain qui est mitoyen ou plutôt voisin à la SNH. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces gens qui font des études, qui savent que bon, il y aura une extension au projet à terme. Donc, allez, on va faire un truc très intelligent. Alors, petit, tu vas prendre les terres qui sont là. Et puis, nous, à un moment donné, on va dire, allez, pour les besoins de croissance du projet SNH qui doivent grossir et tout, on va prendre davantage de foncier. Et donc, si on doit prendre davantage de foncier, on va acheter chez qui? Eh bien, on va acheter chez toi. Sauf que, il faut imaginer les plus-values que cela représente. C'est-à-dire que des terrains pour lesquels il a spolié des gens, et cet aspect aussi, on va le souligner tout à l'heure, il y a pas mal de populations de la ville, des villageois qui lui ont vendu ce terrain, à qui il a vendu les terrains en limocoin. Donc limocoin, c'est son espèce de crypto-monnaie factice qui ne bougera jamais, hein, puisque je vous ai dit c'était une arnaque depuis le départ. Donc les gens ont donné leur terrain, pour certains, contre des limocoins. Une grosse arnaque en réalité, puisque ces limocoins ne valent rien, donc ils ont pu obtenir les terrains en fait au prix du pain, quoi, sans faire trop d'efforts. Mais ces terrains, en réalité, ont une valeur mais inestimable. Parce que qui est l'une des sociétés qui, en termes de rentabilité, génère le plus de rentabilité dans notre pays, au Cameroun, mais c'est la Société nationale des hydrocarbures. Donc vous imaginez que si ces gens veulent réaliser des acquisitions foncières, eh bien, ça ne va pas se passer comme si moi je décidais d'acheter le terrain. C'est-à-dire qu'on le vend au prix fort, parce qu'on vend à des gens qui vont investir, qui vont gagner beaucoup d'argent autour. Donc, je récapitule. Ferdinand Ngongor est président du conseil d'administration de la SNH, Émile Parfait-Sim, alias Bébé Ferdi, donc son petit, lui, il est dans les affaires, donc ils l'ont encouragé à taper de l'argent à 300 000 familles, son système leur ayant permis aussi, puisqu'ils ont beaucoup d'argent à la maison. Hein. Parlant de beaucoup d'argent à la maison, je vais peut-être raconter cette petite anecdote entre parenthèses avant de continuer. C'est Ferdinand Ngongor, quelqu'un qui est très entreprenant avec l'agent féminine, qui entretient une relation avec une de ses cousines. Oui, je vous parlais dernièrement de personnes incestueuses. Moi, je ne dis pas les mots au hasard. Quand je prononce une phrase, ça a un sens. Donc, il entretient une relation avec une de ses cousines. Vous comprendrez l'histoire de l'argent dans les maisons. Et cette cousine lui tape de l'argent. C'est-à-dire qu'un jour, elle en a marre de se faire sauter pour rien, sur des promesses, et sur oui, bon, je sors avec le SGPA. Et puis quoi? Je sors avec le SGPA, ça règle aucun de mes problèmes. Donc, c'est parce que ces gens, ils n'ont aucune empathie. Ils n'ont pas de classe. Ils ne comprennent pas que nous, les hommes, on a été envoyés sur Terre pour travailler, pour rendre heureux nos femmes, rendre heureux nos familles. Sinon, à quoi sert l'argent? Moi, quand j'ai de l'argent, à aucun moment il me vient en tête de me faire plaisir. Peut-être parce que je me suis assez fait plaisir. Quand j'ai de l'argent, c'est faire plaisir aux miens, aux femmes, de faire plaisir à la famille et tout. À mon avis, c'est normal. Mais ce n'est pas le fonctionnement de ces gens-là. Donc, ils mettent des femmes, donc toutes les petites jeunes filles, à qui ils prennent non seulement leur splendeur, mais pour beaucoup leur aura. Hein. On sait ce qui se passe, la magie sexuelle au Cameroun. Mais, donc, avec cette jeune fille-là, sa cousine, avec qui il sort, il parvient, cette fille, elle a marre, et au bout d'un moment, elle lui tape de l'argent. Donc, après une de leurs rencontres, un de leurs rendez-vous d'alcôve, elle embarque de l'argent. Beaucoup d'argent en liquide, on a parlé de 100 millions et tout, pour vous montrer le niveau de cruauté de ces gens. Donc, alors, d'abord, l'argent en liquide, pour que vous compreniez que ces gens-là, quand je vous dis que l'IEP Limal leur a servi à faire rentrer de l'argent qui stocke dans les maisons, dans le système bancaire, vous avez déjà une démonstration là. C'est-à-dire si cette nana, puisque la somme qui a été avancée, moi c'est un ami commissaire qui m'a raconté cette histoire, et c'est pas un rigolo, si elle peut taper 100 millions comme ça là,
d'un jeu de main 150 000 euros, il faut imaginer un peu combien d'argent peut être stocké dans la maison de ces gens. Donc, elle lui tape l'argent. Le mec, il n'est même pas classe. C'est une fille avec qui je couche. Elle m'offre beaucoup de joyeuseté. Allez, bon, si elle a fait ça, c'est pas grave. Peut-être que je mettrai un terme à la relation. Mais je la fais pas arrêter. Mais par contre, c'est ce qu'il fera. Il va faire arrêter la fille pour qu'on essaie de la torturer dans un commissariat de Yaoundé, dont je tairai le nom pour ne pas mettre en difficulté toute la chaîne d'informateurs. Et donc, la fille, on arrive là-bas, on essaie de la menacer, sauf on tombe sur une Camerounaise dure. Ouais, elle leur dit, mais c'est même quoi, hein? J'ai pris, je ne rembourserai rien quand il me baise. Bon, excusez-moi d'utiliser le mot, mais c'est comme ça que c'est exprimé. C'est pour qu'on soit très bien en termes de compréhension au niveau, même niveau des termes de l'échange. Donc voilà, quand il me baise, il est là, il me perd le temps et tout, j'ai pris, je ne rembourse pas. Au point où le commissaire qui avait été mandaté pour faire ça, puisque c'est justice expéditive, hein, je passe un coup de fil, bon, faites-moi arrêter telle personne et tout, il y a celui. Donc la fille, elle arrive, elle est tête dure, elle veut pas rembourser d'argent. Et finalement, le commissaire, il appelle Ferdinand et lui dit, oui, vraiment, grand frère, toi-même, tu vois, si ça sort, ce n'est pas une bonne affaire, vraiment, moi, je te conseille de laisser. Toujours est-il que la fille, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, hein, parce qu'ils sont très cruels, ces gens-là. Tu les tapes comme ça, ils peuvent te faire liquider par la suite. Je ne vous compte pas le nombre de contrats qu'il y a sur ma tête. S'ils avaient pu, s'ils pouvaient, ce serait fait depuis longtemps. Lui, particulièrement, il est très cruel. C'est un mec qui n'a pas de capacité intellectuelle importante, et donc ces affaires se règlent au sabre. Donc dès que ça ne va pas, une petite contrariété, et bien la contrariété, bon, allez me l'arrêter ou allez me le tuer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a rapporté avoir assisté à une conversation s'agissant de moi, où il se fâchait, mais j'avais dit de l'éliminer, je n'ai pas dit d'essayer de l'arrêter, et tout. Donc, me concernant. Donc voilà. On a un élément qui atteste le fait qu'il y a de l'argent thésaurisé. Donc cette histoire, cette anecdote avec sa cousine avec qui il couchait. Et maintenant, on a un deuxième élément qui est que donc cet argent, par l'IEP Limal, va être rentré dans les circuits d'honorabilité, donc en blanchiment. Mais on a aussi donc l'aspect maintenant, l'aspect du foncier, donc dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure. Tout ça participe d'une organisation. Parce que si vous avez une ville stratégique comme Kribi, vous avez tout le foncier, 200 hectares, mais c'est énorme, dans une ville comme Kribi. Donc avec un petit qui est le prête-nom, en réalité, vous verrez que dans les 200 hectares, si Sim s'en sort trop, peut-être il s'en sortira avec 10 hectares pour lui, le reste c'est partagé par un aréopage de personnes. Je ne pense pas que Ferdi mange tout seul, hein, parce que justement, ça va être la deuxième phase des communications qu'on va lancer bientôt. On ne peut pas être arrogant dans un pays comme le Cameroun que nous connaissons, parce que je connais le Cameroun, hein, c'est un pays qui est essentiellement dirigé par sa tête. On ne peut pas être autant arrogant comme ce bonhomme, et bien, continuer à chanter même quand la branche craque, ben, si on n'est pas solidement accroché à quelque chose. C'est quoi cette chose? Et là, il faut viser le sommet de l'État. Qui est au sommet de l'État? Le président Biya, son épouse? C'est qui les protecteurs de Ngongo? Parce qu'à mon avis, il ne thésaurise pas tout cet argent, il ne met pas tout le monde au pas, il ne confisque pas les régies publicitaires du pays. Oui, parce que c'est ça. La direction générale des grosses entreprises du Cameroun aujourd'hui sont quasiment sous sa coupe. C'est lui qui décide de qui va là-bas. Ces gens-là, ils renflouent. Il faut venir faire allégeance de temps en temps. Est-ce que vous pensez que c'est ce type-là qui prend tout cet argent pour lui? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que nous nous focalisons sur quelqu'un qui, effectivement, est en avant, de par les fonctions qu'il occupe, mais à mon avis, il n'est pas tout seul, il n'agit pas à son nom. Vous savez, moi j'ai vu des choses, quand on vous dit que dans un pays comme le Cameroun, vous avez un ministre d'un ministère régalien de la République qui fait quasiment dans son froc dès qu'il reçoit un coup de fil de Ferdi. Mais vous pensez que c'est Ferdi qui lui fait tant peur? Peut-être qu'il fait dans son froc parce qu'il sait quelle est la furie qui est derrière Ferdi. Et qu'il vaut mieux pas qu'il se prenne des baffes, parce que je connaissais un directeur de cabinet civil à l'époque qui était le jouet, là, il se peut manger des gifles à tout bout de champ. Dès que ça ne va pas, il se prend une claque et tout, le pauvre. Hein, et ça n'a servi à rien, parce qu'à force de la fermer,
et de supporter ces choses-là, ça n'a pas fait qu'ils restent en poste éternellement. D'où, je vous dis, qu'il est temps aujourd'hui de mettre un terme à ce système. Parce qu'on ne peut pas être, ça c'est ma conviction en moi, on ne peut pas avaler autant de couleurs pour des choses qui sont temporelles. On ne peut pas avaler autant de couleurs pour des choses qui sont temporelles. Sachez que c'est celui qui contrôle la peur des gens qui devient le maître de leurs âmes. Ça, c'est pas de moi, c'est Nicolas Machiavel qui le dit. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Nous y sommes, là, au Cameroun aujourd'hui. Personne n'ose lever le petit doigt. Pourquoi? Parce que tout le monde est tétanisé par la peur. Oh, on va me tuer. Oh, oui, il va nous faire ceci, il va nous faire cela. Moi, je pense que il faut qu'on passe à une autre étape dans l'histoire de notre pays. Le seul problème, je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est qu'il y a des sujets qui m'est difficile d'aborder. Parce qu'il y a des accointances familiales, ça va crier, ça va pleurer après, oui, voilà, c'est pas à toi de dire ça, c'est ta sœur, c'est machin et tout. Donc, du coup, ça me rend un peu à l'étroit, quoi. Mais vraiment, je meurs d'envie de pousser les choses jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer avec ce système-là. Personne n'est propriétaire de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun est un legs de nos ancêtres. Ils sont partis, ils ont dit, bon, restez là, c'est à vous. Bon, certains ont fait des deals, ont passé des deals, on le comprend, c'est de bonne guerre. Vous savez, dans le débat qui est celui de la colonisation, des accords coloniaux, il faut comprendre que de tout temps, quand on organisait des expéditions à l'époque, hein, à l'époque des grandes explorations, c'était financé, c'est pas les gens qui venaient, les Magellan, les Fernand de Pau, c'est pas ces gens qui finançaient les expéditions. Les expéditions étaient financées par les grandes familles de la bourgeoisie en Europe, et il y avait en contrepartie un deal. Le deal, c'était, ok, vous dites que vous voulez aller vers l'ouest, ok, bon, allez-y, ça coûte combien? Ça coûte, bon, on vous paye cet argent, mais à condition que tout ce que vous allez trouver là-bas nous appartient. Donc, en réalité, l'Afrique appartient aux grandes familles européennes. Sur la base de ce deal, des choses n'ont fait que continuer avec les décolonisations, mais les décolonisations se sont faites sous des conditions. L'une des conditions, notamment, c'était ceux qui doivent prendre ensuite le leadership de ces pays nouveaux qui naissaient. Ces gens-là devaient accepter, remplir un agenda. Dans l'agenda, c'était, allez, on va vous laisser vous enrichir, vous et vos familles. Vous pouvez acheter partout, stocker l'argent dans nos banques, mais surtout, rien ne bouge là-bas chez vous. Vous n'êtes pas là pour construire, pour développer vos pays. C'est pas ça le deal. Le deal, c'est que, bon, voilà, vous êtes là pour travailler pour nous. C'est de bonne guerre. Vous savez, le monde, à la base, est une injustice. 70% des matières premières essentielles sont concentrées en Afrique. Il n'y a que 30% pour tous les autres. Je crois que si on était à leur place, on aurait ce réflexe égoïste de se dire, alors comment on peut jeter le trouble dans ces pays, jeter des épidémies, pour qu'il n'y ait pas de stabilité, afin que le modèle que nous avons construit, qui est basé sur l'acier, les industries et tout, les industries fonctionnent à quoi? Elles fonctionnent aux matières premières. Ces matières premières sont où? Sont en Afrique. Si l'Afrique se réveille, commence à utiliser ses propres matières premières pour impulser son propre développement, calqué sur le modèle qui est occidental, mais c'est la fin de l'Occident. Donc, en fait, moi, c'est pas ma conviction. Ma conviction, c'est qu'on peut organiser quelque chose de très intelligent où personne n'est lésé. Et je crois d'ailleurs que c'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire que moi, je suis pas pour que on sabre directement, qu'on coupe les relations, parce que ce que ça va donner, c'est que ça va nous engendrer des guerres à répétition. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à mener ces guerres. On n'est pas prêt. Parce que regardez déjà, on est peut-être, je sais pas combien à regarder ce direct. Je suis sûr que si on s'assoit demain et on se dit on veut faire telle chose, on n'y arrivera jamais. Parce que ça partira sur les discussions et tout, chacun va ramener sa fraise, et puis bon voilà, et puis rien ne va émerger. Donc on n'est pas prêt. Il faut pour ça qu'on règle d'abord la question de l'élévation du niveau des consciences, l'éducation. C'est très important. Même le modèle d'éducation qui a été donné à l'Afrique est un modèle d'éducation avec lequel, qui porte déjà un vice à son sein. Et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que ces gens, ils vont vous donner des clés pour que vous en sortiez?
Mais non, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein, on est dans la réalité. Dans la réalité, c'est que, bon, si on peut piétiner, si l'Afrique peut piétiner, pour qu'on ait un Occident collectif qui est toujours fort, mais ça restera comme ça même pendant 1000 ans. Hein, rassurez-vous, hein, s'il n'y a pas une prise de conscience à notre niveau, prise de conscience qui s'accompagne par une mise en œuvre des choses de manière stratégique. Parce que je vous l'ai dit, on ne gagne à rien à déclencher certaines guerres. On sortira toujours perdant. Parce qu'on a, le gap est trop important. Il y a le retard qui est le nôtre est un retard trop important. Et il est accentué aujourd'hui par tous ces outils qu'on nous a jetés qui viennent créer de la distraction. Pour qu'un peuple s'en sorte, il faut que les gens travaillent, qu'ils soient concentrés. Et pour l'instant, on nous a mis justement tous les outils qui ne nous permettront jamais d'être concentrés, de travailler. Ah ouais, parce que vous voyez, à l'époque de nos ancêtres, quand il y avait une consultation publique, ceux qui prenaient la parole, c'était les sages. Quand ils avaient fini de parler, on se taisait. Pourquoi? Parce qu'on considérait qu'être un sage, c'est avoir ingurgité beaucoup de savoir, d'expérience, et qu'à un moment donné, après avoir passé une longue épreuve du silence à ingurgiter les savoirs, et fait, vous pouvez régurgiter. Ça veut dire qu'il faut prendre la parole publiquement pour partager des connaissances que vous avez eu le temps d'apprendre. Mais chez nous, les gens apprennent à quel moment? À partir du moment où, dès 13-14 ans, oui, je fais mon direct. Quand tu fais ton direct, tu vas dire quoi? Tu as eu le temps d'apprendre ça quand? Vous voyez, même dans les cercles des sociétés initiatiques, il y a, hein, vous allez chez les maçons, vous allez voir qu'ils ont ce qu'ils appellent l'épreuve du silence pour tous les aspirants. Quand vous rentrez, vous restez quasiment une année ou je ne sais pas combien de temps sans parler, sans jamais l'ouvrir. Vous écoutez seulement. Vous êtes interdit de prendre la parole parce qu'on considère que vous êtes dans un chemin d'apprentissage. Vous devez prendre le temps de prendre la consistance pour envisager à terme de pouvoir vous exprimer publiquement. Donc aujourd'hui, on a toutes ces tares-là qui ont été créées de manière complètement artificielle. Hein. C'est-à-dire, allez, on va leur jeter la démocratie, ils vont commencer à jacasser au nom de la liberté d'expression, tout le monde va parler, et les gens qui parlent, tout le monde parle, personne n'écoute. Donc quand il faut faire un pont, débat savant, où il faut convoquer des ingénieurs de pont et chaussées qui vont venir dire, bon voilà, par rapport à telles études sismiques, on va plutôt faire passer le pont ici. Non, ça va devenir un débat démocratique où même celui qui ne comprend rien à cette ingénierie, à cette expertise, va venir donner son avis au nom de quoi? De la démocratie, de la liberté d'expression. Donc il y a trop d'outils dans la guerre cognitive qui nous est menée, il y a trop d'outils pour nous distraire. Mais toujours est-il que ce n'est pas le sujet. La jeunesse africaine, et notamment la jeunesse camerounaise, elle a un défi important. Je vous avoue que moi-même, je suis très pessimiste. C'est-à-dire que, alors je veux y croire, mais je suis pessimiste. C'est-à-dire que même si demain, nous réussissons à faire partir tous ces gens-là, et ça va, on va le faire. En réalité, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est pas faire partir ces gens. C'est faire mieux qu'eux après qu'ils soient partis. Or, quand on regarde aujourd'hui ce que nous avons comme carte à main, je ne vois pas, je vois des jeunes très méchants, c'est-à-dire qu'ils sont même encore plus dangereux que nos aînés qui sont là, hein, quand on voit comment ils fonctionnent. Nos aînés, au moins, ils ont quoi pour eux? Ils ont la solidarité. Moi, je vois le président Biya, en décembre dernier, j'ai une information comme on voit, qu'il y a au palais, il y a une cérémonie, le président reçoit, il a demandé à recevoir tous ses anciens camarades avec qui il a cheminé dans sa carrière. C'était en décembre dernier. Vous voyez, aujourd'hui, je vous mets au défi de vous montrer un jeune qui a, allez, on va dire, 10-15 ans de parcours, de vie, dans la vie active, qui peut réunir même 5 ou 10 personnes avec qui il a cheminé tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette capacité à pouvoir transcender nos difficultés. C'est-à-dire qu'on peut ne pas s'entendre aujourd'hui sur une situation, mais ça ne doit pas faire de nous des ennemis, des gens qui veulent se détruire. Pourquoi? Parce qu'à terme, nous sommes dépendants les uns des autres. Ok, regardez ce qui se passe avec Émile Sind. S'il est venu vers moi, ben, c'est parce que j'étais quelqu'un de construit. Si je ne m'étais pas construit, si je n'avais pas emmagasiné un certain nombre de savoirs, de réseaux dans le monde, il ne m'aurait pas sollicité dans la difficulté. Il m'a sollicité dans la difficulté parce que j'avais ce capital en moi. Comment est-ce que notre relation finit? Notre relation finit dans la destruction des choses qu'il n'a pas fabriquées. C'est-à-dire qu'il aurait pu me dire, bon, admettons qu'il y a un problème, parce que
je vous ai dit, il n'y a pas eu de problème. C'est qu'il a obéi à ces gens-là. Il aurait pu m'appeler, me dire, bon voilà, grand frère, bon, je suis un féman, j'ai l'habitude de taper les gens. Vraiment, je ne compte pas honorer mes engagements. Bon, maintenant, il y a aussi les gens d'en haut qui me demandent ta tête et tout. Comment faire? Je lui aurais dit, bon, écoute, je vais pas gâter ton business. C'est pas grave. Moi, je repars à Paris. Surtout que ce n'est que ce que je demandais, rentrer, retrouver ma famille. Il faut faire autre chose. Moi, j'ai construit toute ma carrière sans jamais rien gagner du Cameroun, hein. J'ai pas. Si je vous mets au défi de vous montrer une chose que ce système m'a offert, rien. Donc, il me l'aurait dit, on aurait réglé ça comme ça. Et de cette manière, les intérêts sont préservés de part et d'autre. Et qui sait, demain, on aurait pu faire d'autres choses ensemble. Mais comment fonctionnent les jeunes? C'est de détruire tout ce à quoi ils touchent. Du coup, ils n'ont plus de réseau. C'est-à-dire que tous ces gens-là nous tous qui parlons là, si demain on est en situation, on va gouverner avec qui? Parce qu'on gouverne toujours avec ceux qu'on connaît. Mais vous allez voir que la quasi-totalité, ils sont à couteau tiré et tout. Et c'est à ce niveau que je dis que la génération de ces anciens, aujourd'hui, ok, c'est bien l'enthousiasme que nous montrons à ce que, oui, il faut qu'ils partent et tout. Mais est-ce qu'on fera mieux qu'eux? Et vraiment, ce sera le plus gros échec, quoi. C'est-à-dire que mobiliser autant d'énergie et tout pendant des années, dire, ouais, ces gens, ils sont pas bons pour arriver et être encore plus décevants que que ces gens qui étaient là auparavant. Et nous sommes sur cette ligne aujourd'hui. Regardez bien, je vous prends toujours cet exemple. Vous avez le président Biya, vous avez Nyati Fendi, vous avez Karaye Dibril, vous avez Clément Atangana au Conseil constitutionnel. Vous voyez, c'est des gens de la même génération. Ils sont tous octogénaires donc ils ont eu un parcours. Vous pensez qu'ils n'ont jamais eu de bruit, ils ne sont jamais fâchés, mais ils ont su préserver l'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut faire focus à un moment donné. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Et ça, la jeunesse africaine et camerounaise ne l'a pas compris. Donc on est dans les tiraillements au point où c'est même un danger dans l'état actuel de moralité qui est la nôtre, de dire, allez, ces gens-là, on va leur donner le pouvoir. Moi, c'est mon souhait, c'est de voir une nouvelle gouvernance arriver, mais on ne va pas remplacer une calamité par une autre. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse sur ce que nous voulons exactement. Est-ce qu'on a les moyens et se donner les moyens de le faire? Donc, pour revenir il y a quelqu'un, lui, Blondeau Kameni, qui dit qu'il avait aperçu Simba Bangui jusqu'à son hôtel, il a juste manqué une balle pour lui. Ben oui, vous le dites comme ça, peut-être en plaisantant, mais je vous dis, si je vous compte le nombre de messages que je reçois depuis que j'ai commencé cette communication, des gens qui me contactent inbox de partout, des États-Unis, le Canada, la France, de l'Afrique, des gens qui ont été... Mais je vous dis, j'ai découvert quelque chose qui m'a laissé sur le cul, quoi. Mais c'est un drame social, cette histoire de Liep-Limal. J'ai eu des gens qui ont fait des AVC, des couples qui se sont gâtés, des gens qui ont perdu, un type qui a perdu 2 enfants. 2 enfants, il a investi 18 millions, il est venu pour qu'on lui rembourse, ses enfants étaient malades, rien, les 2 enfants sont morts et lui-même a fait un AVC derrière. Mais c'est grave cette affaire-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut juste avoir des satanistes comme dirigeants pour qu'ils restent sans rien dire. Mais en même temps, comme je vous ai dit, on ne va pas demander à des criminels de s'auto-condamner. Hein, parce qu'ils s'y restent tranquilles. Aujourd'hui, nous comprenons. Moi, depuis combien de temps? Depuis presque plusieurs mois aujourd'hui, je dis, s'il a un patrimoine foncier là-bas, il a un patrimoine dans l'immobilier, hein, les real estate au Ghana, que je connais, identifié, mais personne ne bouge. Mais pourquoi? Parce que ces maisons ne sont pas à lui seul. C'est ça la réalité. Ces terrains, ces maisons ne sont pas à lui seul. Donc en réalité, la bande à Ferdinand, qui s'est bien appelée la pieuvre, hein, et franchement, il n'y a pas non plus romantique. Quand on est dans ce type d'activité, ils ont bien fait de s'appeler la pieuvre. Effectivement, ils sont sur des choses tentaculaires. Là, par exemple, on va vers le plus gros délit d'initié. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qui décident, dans le cadre du conseil d'administration de la SLH, allez, on va étendre nos installations, il nous faut davantage du foncier, peut-être 50 hectares, mais en réalité, ils parlent pour eux, quoi. 50 hectares, sachant déjà qui va vendre. Donc, ils vont vendre eux-mêmes, après avoir pris la décision de faire cette extension. Donc, ils vont vendre eux-mêmes de l'argent qui va rentrer dans leur poche, quoi. Donc, toujours plus riche. Alors, vous pensez que ça va marcher?
de vous à moi. Ça ne peut pas marcher. La question du foncier va être l'autre grave, la poudrière dans les relations avec le Cameroun. Je vous ai dit tout à l'heure, Simba est originaire du centre. Il ne peut pas justifier, peu importe l'argent qu'il a, d'avoir 200 hectares de terre. Pourquoi lui seul va avoir 200 hectares de terre? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc ce qui va se passer, de manière claire, moi aujourd'hui, la vision qui a toujours été la mienne, c'est de dire que le Cameroun est à réinventer. Au lieu de chercher de faire du neuf avec du vieux, il faut allons tout de suite sur le neuf. Moi, je suis pour qu'on ait, en termes d'urbanisation, une vision qui est complètement différente. On a des jeunes aujourd'hui, pour ceux qui peuvent travailler, parce que on est sur des taux de chômage mais ahurissants, hein, plus de 70%. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque africaine de développement qui a sorti ces chiffres-là. Plus de 70% de taux de chômage dans un pays comme le Cameroun. Et quand on dit même que les gens ont des emplois, combien de travailleurs pauvres il y a? Parce que si vous touchez 100 000 au Cameroun aujourd'hui, vous pouvez faire quoi avec 100 000? Tout est cher. Le litre d'huile de maïs, quand on était gamin, on achetait Diamao, c'est ce que ma grand-mère aimait. Elle me disait toujours en bas ça, nous sommes Diamao, ah, sommes Mariampe. Donc elle me disait ça tout le temps. Donc à l'époque, c'était quoi? Diamao, c'était 650 les prix, 650, 700. Aujourd'hui, vous avez quasiment les bouteilles à 1500 ou 2000. 2000. Donc quand vous touchez 100 000, vous avez des enfants, vous devez louer, vous faites comment? Donc vous voyez que la question aujourd'hui de l'immobilier, c'est une question qui est centrale. Mais qui dit immobilier, dit foncier. Il faudra du foncier. Moi, je suis pour l'érection de villes nouvelles. Ça veut dire quoi? Une ville comme Kribi, avec tout le potentiel qu'elle annonce, ben, elle a vocation à s'agrandir. C'est-à-dire les zones où les Ngongor et Simba vont confisquer du terrain, parce que pour moi c'est une confiscation, vont confisquer du terrain qui appartient à tous les Camerounais, ces terrains devraient être dans le portefeuille des collectivités locales décentralisées. Ces collectivités locales décentralisées, si elles ne savent pas le faire, nous on sait le faire. Amener des investisseurs avec qui on fait un deal simple. On considère que il faut que les jeunes Camerounais qui entrent dans la vie active aient vocation à finir propriétaires. Oui, pourquoi? Parce qu'après les carrières, il n'y a rien de plus énervant que de voir quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, il est en location, il finit de travailler, il a une petite retraite, et puis sa petite retraite ne permet même plus de pouvoir payer le loyer, et il est là, en rate. On fabrique quoi? On fabrique la pauvreté. Donc moi, mon idée, c'était de faire un projet que j'appelais de locapro, c'est-à-dire de locataire à propriétaire. De dire qu'un jeune qui commence dans la vie active, et bien qu'avec ce qui devait représenter les frais de location de sa maison, ben qu'on transforme cela en traite pour qu'au bout de 20 ans maximum, qu'il soit propriétaire de sa maison. C'est-à-dire qu'il ne paye pas de loyer, mais que l'argent qui était dévolu au loyer, que cet argent se transforme en réalité. Donc la maison lui appartient déjà, il la rembourse simplement. On a un modèle qui est très simple, hein. C'est-à-dire que nous on a des copains, que ce soit en Turquie, que ce soit en Chine, même en Italie, qui sont dans l'immobilier top niveau, et tout ça, avec qui il y a matière à passer des deals. Collectivités locales, les collectivités locales mettent à disposition du foncier, ces groupes viennent, on plafonne les prix, quoi. Ils nous font des appartements de 150 mètres à 500 mètres, donc l'entrée de gamme 150 mètres, peut-être maxi 500 ou 700 en fonction de ce que les gens peuvent vouloir, en fonction du marché, mais 150, pas moins. Parce que vous savez, là où on vit aussi conditionne notre esprit. Vous voyez, donc on vit là, en Afrique, je ne sais pas d'où on a hérité ce truc, des trucs exigus comme ça, alors qu'on a de l'espace. Et vous voyez, quand vous allez en Amérique, les appartements sont grands, et tous les appartements sont grands, et du coup, la pensée. Think big. Les gens aussi pensent grand. Il y a de l'espace et tout et tout. Alors pourquoi nous, avec tout ce que nous avons comme potentiel foncier, on est toujours dans des petits réduits et tout. Donc l'idée, ce serait ça. On a des collectivités locales décentralisées qui mettent à disposition de ces groupes de construction immobilière du foncier. On plafonne les prix. Moi, j'avais fait un calcul à l'époque. J'étais sur, je crois, 12 millions. Ouais. Appartement 150 mètres carrés, entrée de gamme 12 millions, pas plus. Ça fait quoi? Ça fait 50 000 francs de traite tous les mois que la personne paye. Donc, il n'a pas un loyer qu'il paye, il paye simplement sa maison. Au bout de 20 ans, il est propriétaire de la maison.
Et donc, on a quoi? On a des jeunes qui passent de locataire à propriétaire, d'où j'avais le sigle de Locapro, donc de locataire à propriétaire. Donc, on a ça, et c'est pas difficile à mettre en place. Franchement, on a tellement de choses qu'on peut rationaliser en termes de pensée, puis créer un schéma. On a des gens les plus brillants sortis des écoles, des mathématiciens, des gens qui savent faire qui savent faire des calculs, des prévisions, des banquiers et tout. Tous ces gens-là, ils peuvent travailler sur ces modèles. Mais c'est des idées qui sont implémentables tout de suite. Ça fait quoi? Ça fait qu'on aura l'émergence de villes nouvelles. Oui, l'émergence de villes nouvelles dont nous avons besoin. Parce que, qu'est-ce que vous pensez? Regardez une ville comme Douala, dégoûtante de saleté. Vous pensez quoi? Que vous allez faire du neuf là-bas, dans ce truc qui est raté à la base? Non. L'idée, c'est d'aller trouver un compromis, aller entraider Douala, et dire on va créer une nouvelle ville économique là-bas, avec un canal qui est créé sur la Dibamba, qui va arroser les terres à l'intérieur, peut-être attraper la Sanaga au niveau des DEA quelque part. Et il y a matière à faire. Moi, j'ai vu des Italiens qui sont spécialisés dans la création des canals. Ils vous prennent un fleuve, ils le dérivent, ils le font passer ailleurs. Donc, on a un plan d'eau dans la ville, ça l'embellit. On y voit de locomotion, puisqu'il y a des bateaux-mouches qui peuvent circuler et tout. Il y a matière à faire beaucoup, beaucoup de choses, s'il y a de la volonté. Donc, je vous parle de cette question du foncier parce que je sais que ce sera une question essentielle. Donc, quand vous avez Simb, donc, qui a 500 mètres de plage privée, donc Sim et compagnie, quoi, Sim, prête-nom, de tous ces gens-là, 500 mètres de plage. Le jour où on amène un vrai projet hôtelier, un peu comme on voit aux États-Unis, Palm Beach, un grand groupe, on va le faire où? Puisque tout a été acheté au prix du pain par ces gens-là. Donc on est assis sur une poudrière. Je vous le dis en toute honnêteté, et il va falloir que très très rapidement cette question soit revue de toutes les façons. Moi je sais déjà ce qui va se passer. Une petite loi de nationalisation sépare ces gens de la pauvreté. Une petite loi de nationalisation. C'est-à-dire que le système qui va se mettre en place là, tout ça va être récupéré. Donc c'est même pas la peine. Si vous êtes malin, dès aujourd'hui, commencez à trouver un compromis qui au moins va vous permettre de vous racheter une image sociale. C'est de dire, bon voilà, moi je suis qui pour avoir à Kribi seul 50 hectares? Non, alors moi, si ces gens voulaient travailler, j'ai vu que, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais je crois que c'est vrai, c'est des gros manipulateurs ces gens. Ils font envoyer des messages et ils disent derrière, non vraiment, je ne sais pas moi, et tout, juste pour faire des galops de C, voir comment l'opinion va réagir. C'est comme ça qu'ils travaillent. Donc j'ai vu qu'ils voulaient être président et qu'ils voulaient un Cameroun nouveau, mais j'ai failli avaler mon chapeau, quoi. Comme c'est émouvant, quoi. Ferdinand veut le bien-être des Camerounais pour un Cameroun nouveau et tout et tout. Mais pourquoi il n'a pas fait en 13 ans de secrétariat général à la présidence? Moi j'ai plutôt vu un type qui s'est spécialisé dans la kleptomanie la plus crasse, en mettant ces mecs partout, là, comme des rapaces, là, ils sont dans tous les postes, lui, un peu d'argent, et ils vont refiler des bifetons aux parrains. Ah ouais, parce qu'il est hyper violent, ce bonhomme-là. Je crois que les Camerounais, ils en entendent parler comme ça, ils sont à des années-lumière d'imaginer de qui il s'agit. C'est un mec hyper violent, Ferdinand. Il faut voir comment il met à l'amende ces gars-là, il leur parle comme des petites merdes, quoi. C'est à la limite si les mecs ne font pas sur eux, quoi. Quand tu es convoqué par Ferdinand, que ce soit un homme, dans sa résidence qu'il a construite là, en achetant une fois de plus la voracité, en achetant des terres chez les États, ça a d'ailleurs créé à l'époque des problèmes avec Antoine Chimie, qui est un natif du coin. Ils sont venus avec l'argent, ils achetaient à tout va, et puis bon, pauvres nos frères. Voilà, c'est plus là de la pauvreté, dont les gens ont vendu. Le mec, il s'est tapé un domaine là-bas, il a même construit une route goudronnée. Je connais tout ce que je vous raconte là, j'ai visité, je suis allé voir de mes propres yeux. Donc, ces mecs-là, il est hyper violent. Donc, la question du foncier, quand on va vouloir donc construire le Cameroun, on va faire quoi? Si ces gens sont déjà propriétaires de tout, les 50 hectares ici, 200 là-bas, 300 là-bas. Donc finalement, ils sont propriétaires du Cameroun. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc ce qui va avoir lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra une petite loi de nationalisation et tout ça revient. Et puis maintenant, il faut organiser. Comment vous envisagez les collectivités locales décentralisées sans foncier. Ça n'a pas de sens. Les gens là-bas, ils vivent comment? Il faut leur proposer un projet.
Il faut proposer un projet à ces gens-là. Bon, je comprends que nos gens, ils brillent pas tellement par les idées. Quand il faut construire, ils sont pas forts, mais champions des entourloupes. Hein. Si je vous dis comment ces mecs, ils organisent leurs escadrons de la mort, hein, il y a une vraie ingénierie. Là, l'ingénierie, elle n'est pas suivie de tout le monde, mais nous, on sait. Allez, connais-lui tel motif, et puis à partir de ce motif-là, ça fait qu'on pourra le prendre, et puis qu'on va le prendre, on ne sera pas très regardant sur les procédures, sur le droit, parce que ça touche à la sûreté de l'État, et tout ça, machin, et puis on vous fesse là-bas, on vous fesse, et si vous pouvez même mourir, ça c'est tant mieux, et puis on trouve un moyen de se débarrasser de vous, il est en train de comploter. Moi, j'ai eu ça. Hein. Il me souvient qu'en 2018, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire, mais tu sais que tu as été placé sur écoute par X, un type que je connaissais très bien, jusque nous avons eu un petit désaccord, il a pensé qu'il devait se servir de la position qui était la sienne pour me mettre sur écoute de manière illégale. Parce qu'il y a une procédure pour mettre les gens sur écoute. Il faut un acte d'un juge, hein, puis la police qui est saisie, qui va voir l'opérateur. Donc voilà, il y a une procédure et tout. Mais non, ils ont fait ça et on revient au service secret camerounais. Ces gens-là qui nous font honte, hein, d'avoir réussi à faire de cette DGRE aujourd'hui un truc, allez, c'est un truc, un machin, on peut appeler ça comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils fabriquent, spécialisés dans la fabrication des faux bulletins quotidiens. Ils voient ces petits, nos petits qui ont des journaux, qui ont faim et tout, et ils fabriquent des fausses manchettes. On va vous mettre là à la une d'un journal avec une mauvaise légende sur vous, et puis le matin, on va présenter ça au vieux. Oui, parce que le vieux, tous les matins, il reçoit des bulletins quotidiens. C'est en quelque sorte une note de sécurité qui se dit, bon, tel ministre a couché avec la femme de tel a dormi là-bas, et tout. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle un bulletin quotidien. Donc, ces services sont spécialisés dans quoi? Dans la fabrication, la production des fausses informations qui sont adressées à la table du président de la République du Cameroun. Je ne vous dis pas qu'on m'a dit, moi-même j'en ai été victime. Ça veut dire que si je n'ai pas une relation particulière avec les gens du sommet de l'État, je vais me retrouver avec une histoire que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. On m'a juste appelé, on m'a dit, ben ouais, mais il y a telle chose qui est arrivée ici. Bon, on sait que ce sont nos gens-là qui ont produit. Donc, vous voyez, donc on est vraiment dans un truc qui n'a pas de niveau en réalité. Il n'y a pas de niveau. Ces gens-là, ils sont largués, ils doivent dégager. Je dis bien dégager d'eux-mêmes, ou alors on va les dégager. C'est aussi simple que ça. Hein. Et laisser travailler les patriotes. Il y a des gens dans ce système, je vous le dis tous les jours. Je les connais. Je ne vais pas donner de nom pour ne pas... vous avez remarqué que tous les gens utiles, je ne donne jamais leur nom parce que nous avons besoin d'eux pour la suite. Hein. Ils n'ont pas tous les moyens de se protéger comme nous, donc ils sont là-bas dans ce truc-là. Donc on ne peut pas les exposer. Mais il y a des gens de qualité, même dans l'entourage du vieux. Sinon les choses se seraient déjà faites depuis longtemps. Même parmi les sécurocrates. Tout, c'est pas de la vermine, hein. C'est pas du niveau des Lundu Mesma et tous les petits colonels, on ne sait même pas comment ils ont passé leur grade et tout. C'est pas de leur niveau. Hein. C'est des gens de notre niveau qui sont des patriotes, qui croient au Cameroun et dont on aura besoin parce qu'il faudra s'appuyer sur eux pour la suite. Donc ils sont là. Et il faut, avec eux, on va arriver au moment donné où il va falloir qu'on construise. En tout cas, c'est la vision qui est la mienne. Alors, non, c'est Dimitri Toukotom. Non, personne n'a dit ça. Il faut de tout pour faire un monde. On ne peut pas être 30 millions de gens et dire qu'il n'y a personne de vertueux. Non, c'est impossible. Même vous qui parlez, vous avez... C'est que les cerveaux ont été tellement lobotomisés, parce qu'à force de vous produire les mêmes gens depuis une quarantaine d'années que vous voyez, vous avez fini par vous convaincre que c'est le meilleur de ce qu'on peut avoir au Cameroun. Mais c'est complètement faux. Si je vous dis, moi, à titre personnel, le nombre de gens brillants, de talents, des gens et que personne ne connaît, ils sont dans l'ombre. Hein, personne ne les voit et tout, parce qu'ils ne veulent pas être associés à ce truc sale-là. Et tout, voilà, ils rasent même les murs et tout. Ils arrivent même au Cameroun, on ne les entend pas. Moi, j'ai passé 1 an au Cameroun, j'ai jamais répondu à une invitation dans un média. Je n'allais pas dans ces trucs-là parce que je sais à quoi ça rime
C'est une chaîne qui vous invite par derrière. Ils ont un appel de la présidence. On leur dit, bon voilà, il faut lui dire ça, il faut lui dire ça. Ou bien on envoie quelqu'un qui vient sur le plateau pour venir essayer de vous salir. On connaît ces trucs-là. Donc les gens, d'un certain niveau, ils sont pas exposés, mais on en a beaucoup, mon cher Toko Tom. On a beaucoup de gens de qualité qui sont là, mais ils sont en embuscade, ils attendent. Beaucoup prient en se disant, est-ce que ça va s'arrêter, ce cirque? Mais il faut que ça s'arrête. Mais surtout, il faut sortir du cancer de la peur. Il va faire beau au Cameroun, hein, il fera beau au Cameroun, mais il faut sortir du cancer de la peur. Ne donnez pas le pouvoir spirituel aux gens sur vous. De vous dire, vous dormez une nuit en pensant, toutes les nuits en se disant, telle personne va me faire telle chose. Vous vous rendez compte du pouvoir que vous donnez à ces gens-là? C'est qui ces gens? Ben, ces personnes. C'est des petits plaisantins qu'on nous a ramenés là dans le système, le tour de passe-passe du vieux, et puis tu as un nom qui apparaît. Mais moi, je vais vous raconter un truc. Ferdinand, il n'est pas le premier qui il roule des mécaniques, qui se prend au sérieux. Il n'est pas le premier, il y a eu d'autres. Je me souviens, un autre secrétaire général de la présidente de la République, lui, il avait excellé dans la féminisation du personnel masculin qui était sous ses ordres. Et tout, il était l'alpha et l'oméga, il faisait la pluie et le beau temps. Et tout, vous n'obteniez rien de lui si vous ne passez pas à la casserole. Mais ce type, c'était qui? Quand je voyais tout le monde génuflexion quand il apparaît, moi je rigolais. C'est le fait du prince. C'est un bonhomme qui a fait des études de pétrochimie, sorti de Réelle Malmaison. Il revient au Cameroun, il intègre la SNH. Et à la SNH, il est là. Et puis, hasard de calendrier, la droite revient au pouvoir en France. Et donc, ils imposent une cohabitation à Mitterrand, le Parti socialiste. Et Biya, c'est un produit de Mitterrand, quoi. Enfin, il accède à la magistrature suprême au Cameroun sous Mitterrand. Donc la droite n'est pas très confortable avec lui. À cette époque, il commence à prendre langue avec des profils au Cameroun, notamment la famille Ayatou, pour ne rien vous cacher, en se disant, bon, il faut peut-être commencer à discuter avec ces gens-là dans le cas d'un scénario d'alternance. Et le président Biya, qui est très fort, il a un réseau d'informateurs, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Si je vous compte le nombre d'avions qui décollent chaque année, du Bourget, donc avion privé, hein, jet, Bourget, Yaoundé, les gens vont, même les directeurs de cabinet, même ces Ferdinand, ils ne sont même pas au courant. Les gars sont arrivés, ils sont reçus immédiatement à Troyes, ils viennent, ils chuchotent à l'oreille du vieux ce qu'il faut, et on les ramène dans la voiture directe, jet, le Bourget et tout. Pourquoi vous pensez que tout ce qui est envisagé dans les diasporas et tout ça marche jamais? Mais parce que les mecs, ils ont toujours un coup d'avance. Le budget, c'est pour ça quand j'entends des gens dire que oui, vraiment le président n'est pas au courant, je rigole. Mais voilà quelqu'un qui a compris à quoi sert l'argent. Vous ne verrez jamais le président avec de l'argent sur lui, non. Parce qu'il s'en fout de l'argent. Mais il connaît l'utilité de l'argent. Donc le seul poste de dépenses qui est illimité au Cameroun, c'est tout ce qui touche au renseignement. Parce que vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Parce que les gens qui vont là, c'est qui? Ben, c'est les agents de services étrangers, hein, qui ont bien compris que bon, au Cameroun, ça paye bien. Et donc, quand ils ont une info, genre, tel est en train de s'organiser pour faire tel avec tel autre, ils descendent, ils savent que bon, ils rentrent avec la petite mallette et tout. Donc, on paye au Cameroun, hein, ça paye cash, là, le renseignement. Donc, ils ont toujours un coup d'avance, le vieux. Il a toujours un coup d'avance parce qu'il a l'information. Ah ouais, et il s'est spécialisé dans ça et il paye. Et tout le monde le sait, dans les milieux du renseignement à l'international, c'est difficile de commencer à faire un truc sur le Cameroun. Où que vous soyez, mettez-vous ça toujours en tête, vous avez affaire à des gens qui sont très puissants. Très puissants. Notre vieux que vous voyez là, ne le sous-estimez pas. C'est parce que justement, toutes les fois que le combat contre lui a été envisagé, eh bien ceux qui essaient de le combattre le sous-estiment. Il ne faut pas le sous-estimer. Donc, l'information, elle est là. Hein, elle coûte ce qu'elle peut coûter, mais ça ne compte pas. Et je vous dis, l'autre force du vieux, c'est que c'est un bonhomme, il a un génie pour le cloisonnement. C'est-à-dire qu'il peut faire quelque chose avec vous. Son directeur de cabinet qui est là n'est pas au courant, il ne sait pas.
Et donc, il n'y a que vous qui savez. Donc, un jour, moi j'ai vu le patron d'une chaîne de télé au Cameroun présenté comme un opposant, et ça m'a fait marrer énormément. Hein, parce que opposant, fabriqué de toutes pièces, par le... Allez, toi, il faut que tu aies un discours incendiaire sur ta chaîne. Il faut insulter tout le temps. Voilà, ça a montré qu'il y a la démocratie dans le pays et tout et tout. Et fabriqué, pourquoi? Ouais, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient là, mais qui n'étaient pas malléables. Et donc, il fallait les casser. Donc, pour les casser, on en élève un. Parce que, pour revenir à l'histoire de ce secrétaire général dont je vous parlais tout à l'heure, donc voilà comment quelqu'un, sur concours de circonstances, parce qu'on est dans un calcul politicien, et tout on se dit, bon, allez, pour casser pour casser l'hégémonie de telle grande famille là-bas dans ta région, on va t'élever. Et donc on commence à le nommer des postes à gauche et à droite, et il devient tout puissant secrétaire général de la présidence de la République. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Est-ce que les gens qui ont vécu ça, ils se rappellent souvent des vacheries qu'ils ont supportées de ce personnage et voir où il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Donc il faut arrêter ça, quoi. C'est-à-dire que ces gens, à la limite, c'est rien. C'est une signature qui les met en poste, mais ils ne sont pas dieux. C'est du pouvoir temporel, là, ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, allez, ne vous couchez pas à tous les coups, quand même, parce qu'il va falloir assumer ça demain face à un miroir, quoi. Me dire que ben, c'est ce mec-là qui m'a imposé de le sucer pendant tout, je sais pas moi, tout le temps il était en poste et tout, et puis moi, père de famille, quand je regarde, et puis il est rien aujourd'hui. Non, je ne peux pas faire ça. Donc Ferdi n'est pas le premier hein, qui a la folie des grandeurs, mais je le dis, et ça doit être l'autre volet vers lequel il faut aller. Parce que, regardez par exemple, j'ai entendu dire que affaire Martinez-Zogo, bon finalement l'instruction a rendu sa copie, donc on va vers les procès, et il y a un certain Savom qui est mêlé à cette affaire. Bon, moi, je connais Savom. Je l'ai rencontré 2 fois. En 2019, une première fois, c'est un copain, un ami en commun qui nous a présenté. Donc, on était un soir. On devrait prendre un apéro. Finalement, le temps est passé. On arrivait à l'heure du dîner. Donc, il me dit, bon, il faut qu'on mange. Mais j'avais rendez-vous avec un ami déjà. J'ai dit, ah ouais. Il me dit, bon, retrouvons-le. Donc, restaurant vers la SNI à la descente sur la droite, un peu dans le quartier là-bas, mais bien, on mange du gibier africain là, bien. Et donc voilà comment je rencontre Savom la première fois, donc on échange et tout. Je rencontre une deuxième fois, là cette fois chez lui en fou, parce que suite à cette rencontre-là, je sais plus qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse avec cet ami-là et tout. Mais ce que je peux dire avec certitude aujourd'hui, c'est que Savom c'est un exécutant. C'est un porte-flingue. C'est pas un mec qui a la capacité d'impulser des actions. C'est un exécutant. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir qu'on arrive à l'indexation des vrais responsables, des choses qui se passent. Je vois pas Savom s'asseoir comme un grand et puis se dire, mais non, je vais liquider Martinez. C'est un exécutant. C'est un mec qui est venu du village, qu'on a fait venir, bon viens, tu vas gérer, tu vas t'occuper de ta sœur, et tout, s'il y a des petites courses, tu les fais. Mais alors un mec comme celui-là, comment il se retrouve, lui, dans un crime d'État crapuleux de cette... Donc, quand vous le voyez, Savom, eh ben, il faut se dire qu'il y a des gens qui donnent des ordres derrière. Et moi, je vois l'ombre de Ferdinand, pour ne rien vous cacher. Je vois l'ombre de Ferdinand parce que à ce moment-là, je savais qu'il était très proche, très très proche de Ferdinand. Donc je ne pense pas que ce soit lui, Savom, comme un grand qui est à l'origine de ça. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel à toute la hiérarchie du tribunal militaire pour qu'ils fassent très attention. Parce que il ne faudrait pas que les faits divers soient animés les prochains jours par un suicide dans une prison du pauvre Martin Savom, avant que... Non, il faut vraiment qu'il y ait un dispositif sécuritaire autour de lui pour le protéger. Parce qu'on apprendra beaucoup de choses les jours à venir. Et moi, quand je vous dis avec certitude que Savom n'a pas la capacité de prendre celui d'initié. C'est un exécutant, c'est un porte-flingue, très zélé, certes, mais ce n'est qu'un exécutant et un porte-flingue. Et vous voyez, j'ai ouï dire qu'il y avait ces audios qui se baladaient. Pour moi, les choses sont claires.
Donc il va falloir le protéger parce que si Ferdinand est mêlé à cette affaire, ben, il va falloir qu'il rende gorge. Et que, ou alors que ses sponsors de l'ombre viennent s'expliquer. Parce qu'il va falloir poser la question, et pour qui il a travaillé ça va? Pour Ferdinand, pour qui d'autre? Il va falloir qu'on réponde. Donc soit on nous donne Ferdinand s'il est établi que c'est pour lui que Savom a travaillé, soit on nous donne alors le vrai donneur d'ordre derrière Ferdinand, que ce donneur d'ordre vienne assumer, ce qui m'étonnerait beaucoup. Nous avons entendu parler d'une histoire d'ordinateur que le ministre de l'enseignement supérieur aurait barboté, je ne sais plus, une histoire comme ça, beaucoup de milliards de francs et tout. Et puis, moi j'ai vu ça, j'ai rigolé parce que il faut comprendre comment fonctionne le Cameroun. Peu importe qui vous êtes, quel ministre vous êtes, il y a un niveau de marché sur lequel les décisions ne viennent pas au niveau du ministre. C'est ailleurs, parfois, le ministre reçoit un coup de fil, on dit, bon, allez, tel marché que tu as fait pour moi. Et il la ferme. Il ne peut rien dire. Donc, évidemment, quand il y a un scandale qui éclate, il porte le scandale sur lui. C'est pas lui qui va exposer la personne qui a la possibilité de lui mettre la pâtée. Il s'était. Et puis voilà, il se fait insulter et tout. Mais lui seul, il sait la vérité avec les personnes. Donc, je ne crois pas un seul instant que, voilà, qu'il y ait un ministre au Cameroun qui a la possibilité de barboter. On sait comment ça fonctionne. Quand vous voyez ça, il faut savoir que le bonhomme, il est dépassé. La preuve, je me souviens, un 20 mai, un fameux 20 mai, je ne sais pas, cérémonie de remise de vœux, ce ministre-là, Famé Ndongo, je ne vais pas le citer, quelqu'un d'assez imbu de lui, hein, ce monsieur, je me souviens que il avait dû tout faire pour retenir la main du président longtemps, histoire de s'expliquer comment ça, c'est que ma de quoi. Donc c'est pas facile, c'est pas facile, mes chers frères et sœurs, c'est très complexe les affaires de notre pays. Donc, je voulais qu'on fasse un petit point sur cette question du foncier pour que vous compreniez tout ce qu'il y a derrière comme enjeu. Ces gens, ils ont de l'argent, ils ont mis tout le monde au pas, le réseau de chantage, les vidéos qui tiennent sur certaines personnalités de la République, dans leur quête du pouvoir, ils ont les régies financières, hein, avec tous les DG, les dirigeants de sociétés qu'ils placent à gauche à droite. Maintenant, ils ont le foncier, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires du Cameroun aussi, des terres camerounaises. Ça sent un peu le caca, quoi, cette affaire. Bon, bref, maintenant, ce qu'il y a à faire, tout le monde le sait déjà, ce qu'il y a à faire et ce qui va être fait, de toutes les façons, parce que, je l'ai dit, il ne faut pas reculer, quoi. Il ne faut pas reculer. Et tous les petits qui prennent l'argent là-bas, pour arrêter de faire ça. S'ils vous donnent l'argent, prenez l'argent. Moi, je vous le dis parce que c'est l'argent du Cameroun, c'est pas leur argent. Ils vous donnent l'argent, prenez l'argent. Mais ayez toujours au coin de votre tête votre conscience qui vous dit que vous ne devez pas être complice jusqu'à un certain niveau. Les choses, quand je dis complice, ça veut dire qu'on vous donne l'argent pour faire un truc qui est sale. Non, mais mettez les gants. Parce que demain, vous allez être comptable, vous allez être indexé du doigt, oui, voilà, c'était tel clan avec lequel il s'est fait de l'argent et tout, et c'est pas bien, quoi. Vous êtes des jeunes, vous salissez pas, il y a toute la vie qui vient devant, quoi. Hein? Donc prenez l'argent, parce que je suis conscient qu'aujourd'hui, ils ont affamé le peuple. Je vous parlais des relations avec les femmes, quoi. Si une fille en arrive au stade de se dire, je sors avec un secrétaire général de la République du Cameroun, mais je vais lui voler de l'argent. Hein, parce que, voilà, quand je suis là, quand il me couche, il y a une armoire à côté où il y a plein d'argent qui est rempli. Mais quand on doit se quitter, c'est pour qu'il me donne un 50 000 avec lequel je règle rien. Hein. Et si elle a la chance de ne pas s'être tapée une maladie, parce qu'en plus, quand on leur donne même l'argent, parfois c'est pour se soigner. Hein. Donc elle ne gagne rien dans cette opération. Donc si une fille en arrive au point où elle va taper de l'argent, vous pouvez imaginer le désespoir. Donc ce n'est pas des gens sympathiques, quoi. Hein. C'est des gens qui n'ont pas de tendresse pour la femme. Vous imaginez, il y a quoi de plus beau qu'une femme? Une femme qui vous donne du plaisir, mais vous rêvez que d'une chose, c'est de lui rendre ce plaisir au centuple, de la mettre bien, qu'elle soit heureuse, comme vous avez été heureux, en bénéficiant de sa compagnie. Non, ils ne sont pas dans ces schémas-là. Donc voilà, je voulais qu'on évoque cette question et je pense que je vais devoir m'arrêter là ce soir parce que vous avez certainement beaucoup d'autres choses à faire aussi de votre côté. Merci à vous tous qui vous êtes connectés. Il fera beau au Cameroun bientôt. Soyez positifs
Et puis ne laissez pas les gens vous raconter des choses, ne laissez pas les gens vous infuser la peur dans l'esprit. C'est vous qui donnez le pouvoir à ces gens en leur donnant une image en réalité qu'ils n'ont pas. Comprenez? Voilà les amis, merci beaucoup, je vous souhaite une très très bonne soirée, on se dit à bientôt.